Ok. Tu vas quand tu veux. Donc, Edmé Charles Chabert, 1896. Ouvrier graveur. Je suis Chabert, Edmé Charles Chabert. Et j'affirme tout haut et fort qu'il n'exista qu'un seul Edmé Charles Chabert. Celui-là est moi, et je ne suis pas mort. Bien effronté celui qui viendra me contredire, car je vais m'employer à rétablir les faits en vous soumettant maint détail probant, car il y a tromperie. Cette épitaphe est totalement mensongère. Je n'ai jamais été ouvrier d'une quelconque industrie, je n'ai jamais exercé le piètre emploi de graveur, et celui qui burina cette infamie sur ma tombe est un hâbleur. On vous colle en cette époque de ces destins monotones qui m'inspirent le plus grand mépris. La vérité est tout autre, car il y a vérité, et celle-ci, je m'empresse de vous la conter, car ma vie fut extraordinaire. Pour commencer, a priori, je ne suis pas né, car je n'en ai aucun souvenir. Et ce me semble un détail assez important pour qu'il ne passe pas sottement à la trappe de l'oubli. J'estime être apparu, et je le dis sans vanité, bien que le commun des mortels puisse y voir un tour de force. Je suis venu au monde en mangeant des poires confites chez la grosse Lotte. Une formidable nourrice qui régalait de ses formes généreuses les appétits de mon enfance. Certains ont fait courir une rumeur à laquelle je vais m'empresser de tailler les tibias, qu'il soit bien entendu que je ne fus pas abandonné à la naissance par des parents peu scrupuleux. N'ayant hérité d'aucun défaut de caractère, il est parfaitement impossible que les dits parents puissent être des monstres capables d'une pareille ignominie. Il est donc de mauvais goût de donner crédit aux quelques lignes du registre de la tour d'abandon de l'hôpital Saint-Vincent de Paul, cité ci-dessous et sentant la bêtise à plein nez. Jeudi 14 novembre a été trouvé à la porte du dit hôpital un enfant de sexe masculin, revêtu à la tête d'un bonnet de dentelle, d'une chemise rembrunie recouverte d'une camisole rouge, d'un torchon servant de couchette et un billet portant ces mots. L'enfant de Marie Boudin et Jacques Chabert, mis à la porte de l'hôpital par nécessité, âgé de 9 mois, et quand je pourrai le reprendre, le plus tôt qu'il sera possible. Le garçon vient d'être né, il n'est pas baptisé. À part le sexe et le nom, rien n'y est, et je vous prie de noter dans vos tablettes que je n'ai jamais, au grand jamais, porté la dentelle ou la camisole, encore moins de couchette en la guenille d'un vieux torchon. De même, il est impossible de me contraindre à accepter être le fils d'une certaine mademoiselle Boudin, à la syntaxe délictueuse, aux promesses plus qu'évasives, aux mœurs populaires, qui vient mêler Dieu à cette sombre histoire d'enfant naturel. Ceci étant éclairci, poursuivons. Bien peu disposé pour les joies oisives et béatifiantes de l'enfance, je commence très tôt ma carrière d'explorateur. Je tente une expédition pour le fond du jardinet de Montrouge. Je constate que celui-ci n'a absolument rien de rouge, ni point l'allure d'un mont. Et n'ayant cessé de repousser mes limites dans le même temps où je repousse celles de l'horizon, j'arrive, 14 ans plus tard, et par voie de mer, aux terres dites d'Afrique noire. Le voyage ne fut pas sans quelque expérience traumatique, mais disons sobrement que j'y ai survécu. Les Africains n'ayant jamais vu d'occidental ni aussi blanc, ni aussi maigre, et pas colon pour dessous, me surnomme aimablement le Dig-Dig. C'est un nom donné à une petite gazelle gracile et pleine d'élégance et de gentillesse, mais qu'il est impossible de conserver en servitude. Je vois en ce sobriquet la reconnaissance à laquelle j'ai toujours aspiré. S'il est à craindre un animal, c'est le gorille à tête de lion. Grand comme un homme, environ 7 pieds de hauteur, bien que j'en ai vu de plus petits, mais malin comme 3 singes. Les gorilles de cette espèce
enlèvent les femmes des villages pour en faire leurs concubines. Ils les enferment dans des cabanes primitives situées dans les arbres. Ils sont pleins d'attention, mais sont très jaloux. La fille du marabout ayant été enlevée, je me précipite dans la forêt située à une centaine de kilomètres du village, ayant préalablement pris le soin de me déguiser en femme. Je m'agite dans les fourrés afin d'être capturée, ce qui est fait et bien fait. Au bout de 4 ans, 4, oui, je trouve enfin le moyen d'échapper à l'attention de notre hôte. Et ce, avec la fille du marabout, bien heureuse de rentrer chez elle, mais aussi bien lasse de ma compagnie. Pris par un sursaut d'orgueil, je rêve à faire publier mes aventures en France. Je décide donc de prendre le bateau à Dakar. Malheureusement, je joue de malchance. L'accent espagnol de mon marin me trompe, et je me retrouve aux Amériques latines où Christophe Colomb avait situé les Indes et mon capitaine l'Espagne. Je ne prends pas le temps de visiter le pays extrêmement touffu et luxuriant qui mérite un bon mois d'expédition, ainsi que la rédaction d'un nouveau volume. J'embarque à nouveau et parviens enfin en Espagne, la vraie, pour une fois logiquement située où elle se doit. Enfin, Paris. Je suis heureux de revenir dans le pays de mon enfance. Cependant, sans mon carnet de voyage, je ne sais que faire en cet endroit et me mets en tête de retrouver la grosse Lotte. Arrivé à Montrouge, on m'apprend coup sur coup qu'elle est morte et que je dois bien avoir dans les 107 ans. Je me jauge dans le miroir et m'aperçois que cela est fort probable, tant mon physique est décharné. La peau me colle au crâne, les cheveux sont secs comme du poil de chèvre, la barbiche et la moustache sont tristes à mourir et les lèvres s'en sont absentées. Le nez pendouille par-dessus tout cela, les yeux sont creux, petits et noirs, comme des olives recuites au soleil. Il me semble que je suis mort. Supercherie ? Ce que les miroirs sont menteurs ? N'ayant pas connu la naissance, comment voulez-vous que je trépasse ? On me présente un médecin qui déclare qu'en juger par l'odeur, je suis mort depuis au moins une bonne huitaine de mois. Mais pas l'hiverne. Personne n'a jamais atteint l'âge formidable de 107 ans et 8 mois. Comme quoi on ne peut faire confiance à ces rebouteux d'occidentaux. On me glisse dans une boîte, encore, et on m'inhume au Père-Lachaise où je vous prie de noter que tout le monde est allongé. On m'invente une vie farfelue de graveur, d'ouvrier graveur, ce que je n'ai jamais été, sans quoi je me serais suicidé à cause de l'ennui, à cause de la vie. On me subodore parisien, chose que je ne fus que fortuitement un mardi 11. On rajoute, quoique c'est illisible, parce que la pierre d'elle-même s'est érodée d'une telle supercherie, plus ou moins chef de parti, alors que je n'ai cure de ces stupides histoires politiques qui ne servent qu'à spolier les hommes. Oui, j'affirme haut et fort qu'ils en ont beaucoup rajouté sur mon cas, et ce, afin de priver la jeunesse du goût du voyage, en leur donnant pour exemple des vies ternes et sans saveur. Car je peux vous dire que de l'urine de bœuf vous redonne dignité, courage, et cela vous poursuit jusque dans la tombe. Ainsi, je récuse tout ce qu'on a pu écrire sur moi. Sinon quoi ? Je serais mythomane. Des bobards. Et j'estime vous avoir donné bonne preuve de ma vitalité. Les morts n'écrivent pas. Messieurs, mesdames, ne parlent pas. Au mieux, ils nécrosent avec un air éberlué ou désabusé. D'ailleurs, vous pourrez, en retraçant mon itinéraire, apporter foi à ce récit. En toute humilité, je peux vous dire que j'en ai vu. Je vous en ai raconté. Et encore, ce n'est pas tout. Signé le Grand Dig Dig.